J'aime bien, en tout cas, oui, me dire si j'y vais, c'est que il y a 2 chances sur 3 que je fasse une offre, voire plus. Et si l'offre passe, tu vois, je serais content de faire l'opération parce que je suis sûr de moi, quoi. Je pense à l'opération la plus rémunératrice que j'ai faite jusqu'à présent. C'était un immeuble qui était entièrement loué. Si tu veux, j'étais embêté parce que c'est toujours pareil, quand tu as une offre acceptée, tu as envie de faire l'opération. Tu y es projeté, tu y as passé du temps. Là, j'ai cherché des solutions. Et en fait, ce qui m'a sauvé, c'est que le bailleur, le propriétaire-vendeur, avait lui-même plus de 65 ans. Le marché francilien reste exigeant, financement sélectif des locataires. Pourtant, les ensembles bâtis immeubles à la découpe, lots de maisons, divisions, offrent encore de belles opportunités pour ceux qui savent modéliser les risques et orchestrer la commercialisation. Comment bâtir une activité de marchand de biens scalable en Ile-de-France sans exploser sa trésorerie? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui au travers du parcours de Lambert, ingénieur de formation ex-Air France, devenu marchand de biens à plein temps depuis 2022. En quelques années, il a revendu déjà une quarantaine de lots et s'est spécialisé dans les opérations d'immeubles avec une approche analytique et structurée. On revient ensemble sur son déclic, sa reconversion, sa méthode pour sourcer et modéliser des opérations complexes, sa stratégie pour grossir sans se disperser. Pour découvrir l'outil que Lambert utilise et qu'il décrit à la fin de l'épisode pour retrouver les adresses des biens en vente, rends-toi sur le lien investisseur avec un s40.com/outils au pluriel pour avoir accès gratuitement à la boîte à outils des investisseurs 4.0. Et pour rejoindre le cercle MDB dont Lambert et moi faisons partie, c'est sur le lien investisseur avec un s40.com/cercle, CERCLE. Allez, c'est parti sur ce pour la stratégie de revente d'immeubles à découpe avec Lambert. Salut Lambert. Salut Paco. Welcome dans les investisseurs 4.0. Merci de me recevoir. Plaisir. Très cool. On va voir ton parcours. Intéressant, on en parlait un peu en off, c'est de pouvoir voir des profils différents en marchand, opérateur immobilier. Et donc, l'idée, c'est de te couvrir au travers de ton profil, quelles sont justement tes caractéristiques à toi, ton parcours, etc. Est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour les gens qui te découvrent aujourd'hui? Je peux me présenter brièvement. J'ai 35 ans, je vis à Paris depuis à peu près toujours. J'ai marié 2 enfants et je suis marchand de biens depuis environ 4 ans et demi, un peu plus que ça. Toi, tu as fait une reconversion. Hein. Tu peux nous raconter un petit peu justement comment ça s'est passé, dans quoi tu bossais avant À la base, moi, j'ai une formation d'ingénieur. Okay. Je fais une école d'ingénieur qui s'appelle les Arts et Métiers. Et sorti de l'école, j'ai travaillé dans les entreprises, plutôt dans l'industrie. Une première expérience, une seconde. Au total, ça a duré environ 8 ans. Des postes au final où, au début, j'ai aimé ce que j'ai fait. Et assez vite, je me suis dit que c'était pas forcément là-dedans que je me voyais à long terme, etc. Et j'avais pas forcément non plus envie de progresser dans la hiérarchie des entreprises dans lesquelles j'étais. Parce que je me suis assez rapidement rendu compte que finalement, tout ce qui était managérial, au début, je voulais essayer. Je pensais être relativement compétent pour le faire et pour apporter de la plus-value aux équipes que j'encadrerais. Et j'ai un peu déchanté. Donc, si tu veux, je suis allé ensuite sur un axe que j'avais en moi depuis un moment et que je voulais développer, qui était l'entrepreneuriat. Ça faisait longtemps que j'y pensais, à peu près au niveau de la sortie d'école. Mais sans oser me lancer. Finalement, j'avais un peu mûri quelques projets, mais très peu. Et bref, et quand j'ai vu Seb qui parlait, donc Sébastien Velu, le fondateur du cercle MDB, qui parlait de ce cercle-là qui était en train de monter, des personnes aussi que je connaissais par groupe d'investisseurs, par réseau, etc., qui le rejoignaient. Et en plus, c'est tombé à peu près au moment du Covid pour moi, où j'étais en activité partielle, mais plus. Ouais. Ça a fait clairement mûrir l'idée, et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, sachant qu'en plus, j'avais fait du locatif auparavant. Depuis 2010. Enfin, en gros, j'ai commencé en 2017 à acheter un premier bien en propre, ma femme. C'était pas le meilleur investissement du siècle, tu vois. Ouais. Mais c'était un premier pas, auto-formation, où j'étais allé chercher un autofinancement qui me semblait déjà pas mal à l'époque. Et avant, tu vas de monter en compétence sur ce domaine-là. J'ai acheté un deuxième, toujours en indivision, puis ensuite un immeuble de rapport de plusieurs lots. Et puis je suis arrivé aussi à la limite assez connue, malheureusement, de l'endettement. On était déjà à 41% à ce moment-là, tu vois, donc les portes étaient relativement fermées auprès des banques. Donc ça, en fait, je suis arrivé à un moment où j'étais bloqué en locatif, mais je voulais encore faire de l'immobilier. Je m'ennuyais un peu quand même sur mon poste et j'avais pas d'envie de progresser dans la hiérarchie de la boîte. Et en plus, j'avais toujours cette envie d'entreprendre qui était en moi depuis un moment.
Là, je vois Seb qui parle du cercle et je me suis dit, ouais, ça correspond quand même vraiment beaucoup à pas mal de choses que j'aime et ce que je veux faire dans la vie. Donc là, à ce moment-là, moi, voilà, pour prendre la décision, j'ai mesuré le risque que je prendrais à rejoindre ce cercle-là parce que forcément, ça voulait dire assez rapidement passer à plein temps dessus, donc quitter mon emploi de CDI. C'était également, il y a quand même une cotisation de départ, donc voilà, je me mettais un peu à risque, mais je l'ai mesuré à ce moment-là et ça m'allait bien de prendre ce risque-là parce que j'avais conscience que s'il y avait un quelconque problème, un quelconque besoin de retour en arrière, assez vite je retrouverais un emploi avec une rémunération à peu près similaire à celle que j'avais. Donc voilà, donc j'ai fait ce pari-là et pour le faire, j'ai fait en effet un dispositif qui s'appelle la démission pour création d'entreprise. C'est formidable hein, parce que bon, ça demande, il y a quelques critères pour pouvoir y prétendre, mais globalement, quand on a 5 ans d'activité continue dans une entreprise ou dans même plusieurs employeurs successifs avec des carences entre deux qui sont très faibles, on peut obtenir ça. Donc, c'est une démission qui nous ouvre droit aux indemnités Pôle emploi. À l'époque, c'était 24 mois. Donc, ça m'a permis aussi voilà, de lisser la transition et d'avoir un minimum de revenus quand même pendant 24 mois. Et c'est ce qui m'a permis de faire la bascule et commencer. Mais sachant que j'ai rejoint le cercle avant d'être à 100% dédié aux marchands de biens. D'accord, ouais. Donc t'es rentré, oui, t'étais encore salarié pendant un petit moment. Exactement. Je suis rentré dans le cercle en avril 2021. Ok, ouais. Donc c'est là où j'ai commencé à me former sur le marchand de biens. Ouais. Et j'ai basculé à plein temps en février 2022. Ok, bon, c'était le temps d'adaptation, etc. Ouais, mais ça fait une grosse différence. Tu faisais quoi dans ton boulot Le dernier poste que j'occupais, c'était chez Air France au revenu management. En gros, c'était l'optimisation de la recette des vols. Ok. Maximiser le chiffre d'affaires d'un portefeuille de lignes. D'accord. Tu vois, ça n'avait rien à voir avec l'immobilier, mais par contre, il y avait quand même cette appétence pour les chiffres et pour la performance aussi. Enfin, ouais. C'est des choses que j'ai un peu retrouvées en marchand, bon, bien sûr, sur un produit complètement différent. Mais, ouais, parce que non, ça, je pense que des choses à voir. En fait, on pourra dévoiler un petit peu justement par rapport à ton mode opératoire, comment tu fais du marchand, parce qu'il y a plein de façons d'en faire. Et je pense qu'il y a des choses à voir sur les compétences que tu as créées, même en tant que salarié, finalement. Bon, c'est sûr. Hein. Ouais. Je considère que toute expérience, finalement, apporte des connaissances. Et typiquement, la partie analytique, même si bon, ça a une importance relative dans l'activité de marchand de biens, mais forcément, c'est déjà ça d'acquis quand tu commences à faire des modélisations d'opérations, etc. Enfin, tu es à l'aise avec les chiffres, que tu les manipules plus facilement. C'est un plus. Je ne dis pas que ça va suffire à devenir bon marchand de biens, mais c'est vrai que là-dessus, ça m'a aidé. Après, c'est surtout le locatif, finalement, qui m'avait quand même mis en confiance sur comment fonctionne l'immobilier, comment tu crées un peu de réseau d'apporteurs d'affaires, etc. Ouais. En locatif, donc tu disais, c'était plus des trucs assez quand même. Tu faisais beaucoup de travaux en termes de typologie d'opération. C'était plutôt. Le premier appartement, c'était un premier appartement assez classique à rénover, second œuvre, etc. Donc que j'avais entièrement refait en région parisienne. Le deuxième, j'avais fait assez peu de travaux. C'était un petit appartement dans le sud de la France. Et le troisième, c'est là où finalement j'en ai fait le plus. C'était un immeuble de rapport où je suis passé de 4 à 8 lots d'habitation en aménageant des combles, en aménageant un local aussi en duplex. Enfin, bon. Là, il y avait beaucoup plus de travaux et en plus de la rénovation d'appartements existants. Donc voilà, en plus, c'était géré à distance parce que c'était assez loin de chez moi. Ouais. Et ça s'est bien passé, ça là? Ça c'est, écoute, heureusement, parce que c'est vrai que maintenant, je mesure le risque que j'avais pris à l'époque. Ouais. Il n'y a pas eu d'abandon de chantier, il n'y a pas eu de gros problèmes, des petits aléas à gérer. J'allais quand même assez régulièrement, mais j'y étais pas tous les jours, clairement. Je devais y aller une fois par mois, tu vois, donc c'était pas non plus très régulier. Ouais. Et non, il n'y a pas de gros problèmes, et au contraire, ça s'est bien passé. Voilà, donc après, il faut s'adapter aussi, tu vois, au fait que quand t'es pas sur place, il y a une petite finition qui correspond pas à ce que tu avais en tête. Bon, après, comme c'est du locatif, je trouve que ça se supporte mieux. Mais c'est vrai que voilà, je sais ce que j'aurais dû mieux faire, etc. Mais heureusement, ça s'est bien passé. Quand tu démarres, donc tu disais que tu étais à la fois salarié, et tu prenais des informations avec le cercle sur les méthodologies. Alors, il y a plein d'infos, il y a plein de types de profils, plein de types de stratégies que tu vois au travers des membres, notamment. Comment est-ce que tu t'es dit, tiens, ça va être ma stratégie? Comment tu as établi, voilà, là, c'est ce genre de produit que je veux travailler, c'est là que je veux aller. Comment tu c'est venu un petit peu avec le temps, avec on va dire, l'expérience du métier, même si à l'époque c'est peu, mais au début, j'ai commencé à regarder des petites opérations parce que déjà j'avais un capital de départ qui était limité.
savais, j'en avais conscience, et j'avais pas non plus une volonté de griller les étapes. Donc j'ai commencé par regarder des appartements, des petites surfaces à rénover pour ou faire des flips sans travaux. Donc je me suis positionné sur plusieurs, c'est jamais passé, c'était difficile d'obtenir de la marge, etc. Donc finalement, assez vite, j'ai vu d'autres marchands, et c'est ça l'avantage aussi de se réunir dans un groupement de marchands, c'est que on voit d'autres qui font des opérations assez lucratives, qui sont un peu plus longues, mais qui sont pas très compliquées, et surtout qui sont hyper intéressantes. Et à l'époque, pour moi, ce dont je te parle là, c'était de la découpe de terrain, c'était de la division d'immeubles, etc. Donc assez rapidement, je me suis dit, OK, il faut pas que je me cantonne à regarder les petites surfaces, parce que déjà, je suis en plein Paris, donc vraiment une petite surface, ça va manger tout mon budget, tout mon capital de départ si j'y vais tout seul, pour une rentabilité qui sera sans doute relativement faible. Donc voilà, assez vite, j'ai ouvert mes recherches à plus gros, un petit peu plus loin, sans aller trop loin, parce que de toute façon, je m'étais jamais dit, je vais faire que Paris. J'ai déterminé un secteur à une demi-heure de chez moi. Et donc, j'ai cherché de l'immeuble à diviser, un peu de terrain à bâtir à détacher. Et assez rapidement, finalement, j'en ai trouvé. Mais tout en gardant, si tu veux, un œil sur aussi le marché vraiment à grande proximité de chez moi, quoi. Donc finalement, dès l'année où je me suis mis à 100% sur le marchand de biens, j'ai eu en parallèle des projets un peu plus long-termistes avec plus de lots, mais aussi beaucoup plus intéressants. Enfin, moi, j'avais en tout cas envie de les faire pour apprendre justement des compétences que je n'avais pas. Et en même temps, des opérations, on va dire, plus simples, plus maîtrisées, que ce soit dans la durée, aussi sur la réalisation de l'opération. Donc typiquement, des appartements, soit que j'ai fait un flip, soit que j'ai rafraîchi et revendu. Comment tu les sources, c'est bien au début, justement, t'as pas trop de réseau. C'était ton réseau locatif qui non, parce qu'en locatif, j'avais rien fait sur le secteur que j'ai étudié en marchand. J'en avais qu'un en Île-de-France, les autres, c'était en dehors. Donc non, ça a été, justement, c'est ça qui est compliqué au démarrage, c'est qu'il faut se constituer un réseau, donc ça a été pas mal de on-market aussi, d'annonces. Donc avec une régularité dans le suivi des annonces. Au fur et à mesure aussi, tu arrives à détecter selon les marchés s'il y a un potentiel ou pas. Et au fil des rencontres aussi, là, tu commences à créer des opportunités de off-market, mais c'est assez lent. Tu sais de quoi je parle, tu connais. Je veux dire, c'est pas parce que tu rencontres un agent qui comprend ce que tu cherches, qui veut travailler avec toi, etc., qu'il aura dans les 3 mois à venir une opération propice pour du marchand de biens. Donc à chaque fois, tu sèmes une graine en espérant que finalement, ça prospère et qu'on te rappelle derrière. Ouais. Mais tu sais pas en quel délai. Donc non, ça a été au début, ça a été que de l'annonce, éplucher les annonces. Moi, comme je te disais en off juste avant, je suis pas forcément le profil qui va aller démarcher les agences pour créer du lien, etc. C'est pas quelque chose que j'adore faire, et surtout j'ai trouvé, parce que j'ai essayé, mais j'ai trouvé que le taux de transformation était quand même hyper faible. Et je parle même pas entre une rencontre, une opération, je parle même d'une rencontre où tu sens en sortant qu'en effet, tu as rencontré quelqu'un qui a compris, qui va penser à toi, qui va te privilégier, qui va t'envoyer des choses adaptées. Le nombre de fois où tu sors et où tu as été juste ajouté à une liste de diffusion avec tout et n'importe quoi qui t'arrive dans la boîte mail, le pire pour un marchand, parce que tu n'as pas le temps de tout étudier. C'est rarement intéressant. Donc, voilà, donc plutôt au démarrage de l'annonce. Et ces premières OP, alors comment c'est passé? Est-ce que tu as peut-être quelques chiffres à nous partager justement sur marchand? Les premières opérations, parce que là, ça remonte quand même, la première à 2021. Ok. La première que j'ai faite, c'est pas moi qui l'ai trouvée. J'étais en association avec deux autres marchands du cercle. Donc à la limite, c'est un petit peu moins pertinent. Mais par contre, en 2022, quand je suis mis à plein temps, comme je te disais, j'ai signé, je crois que c'était en mai 2022, une promesse sur un immeuble de 8 lots et une promesse sur une maison avec, je crois, 1700 mètres carrés de terrain, où il y a eu plusieurs projets successifs, mais pour aboutir finalement on garde la maison et je découpais à l'époque 2 terrains à bâtir. Et dans la même année, un premier appartement à Paris sur lequel, pour le coup, j'ai fait un flip, mais par contre, il y avait une problématique d'éviction de locataires. C'était un appartement que j'avais touché pas cher, mais je savais pourquoi. Il était rangé avec un locataire depuis un moment. Il y a eu toute une partie, là, pour le coup, de négociation avec le locataire, envisager un départ. Donc c'est là aussi où il faut mesurer ton risque, savoir quels sont les leviers à ta disposition pour éventuellement le faire partir par une voie juridique.
ou si ça va être uniquement de la négociation amiable avec éventuellement une indemnité d'éviction, etc. Mais pour en revenir sur l'immeuble et les maisons avec terrain à bâtir, tu vois, l'immeuble, j'ai regardé avant de venir parce que j'avais plus trop les dates en tête, mais entre le moment où j'ai eu une offre acceptée et le dernier lot revendu, donc il n'y avait que 8 lots, tu vois, il n'y en avait pas 40. Il y avait 6 lots d'habitation plus les 2 terrains à bâtir, ça. Non, là, c'était l'immeuble, il y avait 6 lots d'habitation et 2 locaux commerciaux. Non, 5 lots d'habitation et 3 locaux commerciaux. Et j'ai regardé parce que j'avais plus en tête, mais il y a eu 2 ans entre l'offre acceptée et la réitération du dernier lot. Je dis pas que je les ai tous vendus au bout de 2 ans, hein. Il y a eu des ventes au fur et à mesure. Et là, en fait, ça a été hyper intéressant parce que je suis allé chercher des associés pour le financier et aussi pour leur expérience, mais qui n'étaient pas sur place. Notre répartition, c'était, bah voilà, moi, je fais le terrain, j'ai sourcé l'opération, je m'occupe de l'opérationnel. Bien sûr, on s'appelle très régulièrement pour faire des points, pour avoir justement votre expérience, etc. Mais finalement, c'est là où j'ai énormément appris parce que j'ai dû créer un réseau, géomètre, diagnostiqueur, enfin tout ce que tu veux, avocat, etc. Parce que je me suis rendu compte aussi des limites que pouvait avoir chacun dans son domaine. Typiquement, tu vois, le notaire qu'on a eu pour cette opération, il nous a fait perdre énormément de temps parce que finalement, il ne savait pas signer de promesse d'achat ou il ne voulait pas. Enfin bon. Mais sans nous le dire. Donc, si tu veux, on s'est retrouvé avec des ventes qui sautaient parce que, au bout de 2 mois, quand t'as pas signé de promesse, après avoir accepté une offre, l'acquéreur, je sais pas, il a trouvé autre chose, il veut passer à autre chose, il te fait plus confiance. Bref, de multiples raisons. Donc, tu vois, finalement, j'ai éprouvé pas mal de difficultés qu'on peut avoir dans ce métier-là. Et ça m'a permis de monter en compétences. Et sur en suivi, si tu veux, ça s'est déroulé de manière beaucoup plus fluide. Avec beaucoup plus d'anticipation. Et ça, c'est cette première OP que tu as fait en association, donc tu disais qui t'a été apporté, que toi, tu n'avais pas forcément. Non, pardon, c'est vrai que c'était pas très clair. Non, ça, c'est la première une que j'ai trouvée. C'est la première que j'ai trouvée sur un immeuble, enfin, sur on va dire une opération un petit peu plus complexe où il y avait plusieurs lots, en tout cas. Ouais, ok. Alors, la toute première que j'ai faite en association, en effet, c'est pas moi qui l'ai trouvée, mais bon, j'en parle pas trop. Oui, non, mais je voulais juste revenir dessus pour dire que, parce que, comme tu disais, on sent dans ce que tu décris, la deuxième comme la première, que, en fait, l'association peut être aussi une façon de gagner, de monter en compétences. Pas forcément une façon de financer, parce qu'on le voit clairement, souvent comme ça, il s'associe parce que c'est trop gros pour lui, tu vois. Mais toi, tu l'as fait, j'imagine, dans une démarche plus de, ça va me permettre de mettre un pied dans l'opérationnel. Complètement. Enfin, en tout cas, celle-là, oui. Ouais. Après, je me suis réassocié, tu vois, sur d'autres opérations où j'avais finalement pas besoin d'expérience supplémentaire, même si c'est toujours bon, par contre, d'avoir un regard extérieur, surtout de quelqu'un qui est marchand lui-même. Parce que forcément, le cerveau collectif, ça fonctionne très bien. Et souvent, c'était plus pour avoir un levier financier et pour finalement ne pas mettre une trop grosse partie de mon capital sur la table et de le bloquer sur une opération qui pouvait prendre du temps. C'est souvent ça. Mais sur la première, oui, l'idée, c'était d'aller chercher les deux leviers, à savoir le financement et l'expérience. Surtout l'expérience même. Le financement, tu peux le trouver par ailleurs. Tu vois, c'est moins simple, surtout quand tu es néo-marchand, que tu n'as pas trop de crédibilité, mais voilà, tu pourrais trouver suffisamment de capital, mais c'est pas l'idée. Les chiffres sur cette première que tu as sourcée toi-même, du coup, la deuxième, si tu as quelques chiffres en tête sur... Ouais, on a fini, je crois, 35% de marge, environ 250 000 euros de marge, brute. Hein. Ouais. Sachant qu'on était à 2 entités. On était 3, mais dans 2 entités distinctes. Donc tu vois, c'était pour la première fois une marge assez significative. J'avais un prévisionnel. Mais par contre, comme je te dis, c'est toujours le même problème. Dès que tu as plusieurs lots, tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas vendre le dernier. Quand ta marge, elle est portée sur les derniers. Le dernier en fonction du nombre de lots que tu as. Dans cette opération-là, en coût de revient, tu sais à peu près combien c'était, non honnêtement, non. Je crois qu'on était 6, peut-être 700. 100 000. C'est ça, ouais. Et dedans, il y a aussi, j'imagine, il y a des travaux. Si tu as fait des travaux, non, pas forcément beaucoup. On a fait un peu de travaux, mais pas énorme. Ouais. Les appartements, on les avait revendus en l'état. Et on avait fait des travaux dans les parties communes. D'accord. Rénovation de la cage d'escalier, il y avait une partie de la voiture aussi à reprendre, etc. Donc ça, on avait fait pour proposer en fait, des logements à des investisseurs ou à des primo-accédants qui étaient OK pour rénover, mais qui par contre avaient une coquille d'ensemble saine et sans travaux à prévoir au niveau de la copropriété à court ou moyen terme. C'est la démarche. Il y avait un petit budget éviction aussi, non ou pas du tout? Non,
Non, parce qu'en fait, c'était un secteur, si tu veux, il y avait tous les lots qui étaient loués. Non, il y en a un qui était vide. Et tous les autres lots étaient loués. Bon, pour le commercial, c'est mieux, donc ça tombait bien. On a vendu au rendement. Et sur les autres lots, le secteur permettait, si tu veux, de ne pas avoir une grosse différence entre vendu vide ou vendu loué. Donc, Ok. Donc, t'as vendu loué pas mal de lots, quoi. Certains, oui, Okay. on les a vendus loués. Certains, finalement, on s'est aperçu que le locataire avait des velléités de départ. Donc, on a un peu attendu, un peu accompagné les locataires sur leur départ pour le vendre vite, parce que c'est vrai que ça reste plus simple. Au niveau du prix au mètre carré auquel tu vends les lots, il n'y a pas une grosse différence, mais ça reste quand même plus liquide. Tu as plus de facilité à faire visiter les appartements vides, etc. Donc, c'est plutôt ça la différence. Mais oui, c'était un secteur qui s'y prêtait bien. On avait acheté un bon rendement, tu vois. Ok. On aurait presque pu envisager de revendre en bloc un peu moins cher. Presque plus. Mais c'est pas mal parce que souvent il y a un peu des mauvaises, on va dire des idées fausses sur l'immeuble loué, quoi. Tu vois, même auprès des agents notamment, hein, qui te proposent même pas des biens parce qu'ils sont loués en se disant l'immeuble est loué, ça va pas les intéresser, alors que finalement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais tu vois, moi, ça m'a jamais gêné, et même au contraire, je pense à l'opération la plus rémunératrice que j'ai faite jusqu'à présent. C'était un immeuble qui était entièrement loué. Vraiment, il y avait 8 lots dans la même ville, et il y avait 2 locaux commerciaux, 6 logements. Tout était loué, et j'ai tout revendu en habitation vide quelques mois après. Il n'y avait pas de souci. En fait, si tu veux, à mon sens, c'est toujours pareil. Il faut mesurer ton risque. En effet, ça peut être risqué d'acheter un bien qui soit loué, d'autant plus un immeuble quand tu as plusieurs lots comme ça. Bon. Mais à partir du moment où tu arrives à bien identifier quel locataire tu as, quel profil, est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il a plus de 65 ans, et là, bon, il y a quand même un gros risque locataire protégé. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est là? S'il est arrivé l'année dernière ou il y a 15 ans, c'est pas le même attachement au logement, à la vie locale, etc. Et est-ce que son loyer, il est cohérent avec le marché? S'il paye 400 € alors qu'en face, il paierait 1000, il a eu à un moment donné accès à un logement pas cher, pour le faire changer de logement, ça va être très compliqué. Et même si tu lui proposes de l'argent, même si tu lui proposes une indemnité, le gars en face de toi, il est pas idiot, il va réfléchir, il va dire ok, mais s'il me donne 10 000 €, finalement je change l'appartement équivalent à 600 € de plus de loyer mensuel, ça va pas me tenir longtemps et je vais vite être perdant dans l'histoire. Et c'est la même chose si tu veux le vendre au rendement, parce que s'il a un loyer bas, alors non, sera bas. Quoi. Non, mais complètement. Ouais. Mais non, mais clairement. Mais c'est pour ça, enfin, je pense que il y a une partie du risque qui peut être finalement bien appréhendée et presque, j'allais dire maîtrisée, c'est toujours dur parce que tu maîtrises jamais complètement, mais ton risque est réduit dès lors que tu as bien identifié ton profil de locataire et toutes les caractéristiques liées au bail que tu as en cours. Même, il n'y a rien de mieux que de discuter avec eux aussi. Comme moi, quand je me positionne sur un immeuble, ok, bien sûr, j'attends d'avoir l'offre acceptée. Et très vite, je rentre en relation avec eux, justement, pour prendre le pouls, pour savoir quels sont leurs projets, est-ce qu'ils ont des problèmes. Voilà, sur un immeuble que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'avais justement un locataire qui était protégé. Bon, c'est quand même le cas le plus compliqué dans l'immobilier pour faire sortir un locataire protégé. Enfin, je te raconterai une autre anecdote là-dessus, parce qu'il y a des astuces quand même, mais là, je savais que je ne pourrais rien faire. Donc, dans ma modélisation, j'étais parti sur une revente au rendement, etc. Rapidement, je rencontre la dame. Et en fait, elle était au 2e étage. Il n'y avait pas d'ascenseur. Elle avait des problèmes de hanches, etc. Et elle pensait qu'à un truc, c'était partir. Parce que c'était désagréable au quotidien d'être au 2e étage. Du coup, elle limitait ses déplacements. Elle n'osait pas sortir et remonter avec ses courses. Enfin, il y a des problématiques que tu n'envisages pas sur ton papier et que tu comprends dès lors que tu parles. Là, tu te dis, bon, bah, il y a une ouverture. Après, ça a nécessité un accompagnement, de l'aider, de l'orienter vers la bonne personne pour qu'elle trouve un bien, le loyer qu'elle souhaite, etc. Mais voilà, enfin, moi, ça me gêne pas et j'aime bien justement ce travail-là de rencontre des locataires, de compréhension, de trouver des solutions. Et voilà, ça va vraiment être aussi dans le gagnant-gagnant. Moi, j'ai un intérêt, toi aussi. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme entre deux pour que tout le monde soit content? Ça marche pas systématiquement. Jusqu'à présent, pour moi, ça a plutôt bien fonctionné. Mais parce que je te dis, je pense que j'avais relativement bien senti les personnes au moment d'acheter. Et l'autre avantage que je trouve quand même à acheter un immeuble loué, même partiellement loué, c'est que tu vas être moins sous pression des frais financiers qui vont tomber trimestriellement. Les loyers que tu vas percevoir vont couvrir ces frais-là. Donc même si, je sais pas, ça va être un peu plus long et encore, tu sais, peut-être que tu vas vendre au rendement, mais tu vois, si tu es sur une vente au rendement d'un immeuble à la découpe, très confortable. Ouais.
C'est un produit financier quasiment. Parce que tu le gardes 3 mois ou 9 mois, ouais. Limite, tu vas gagner plus en le gardant plus longtemps. Donc, finalement, c'est tranquille. Ça, c'est pas toujours vrai. Tu fais pas ça à Paris, tu vois, ça marchera pas. Et sur les zones où tu as un prix au mètre carré qui est relativement faible avec des bonnes rentabilités locatives, c'est pas idiot. Bien vérifier le profil des locataires. Est-ce que tu t'es déjà positionné sur des immeubles, donc loués ou semi-loués, et en faisant ton audit, donc juste après l'offre acceptée, tu te rends compte qu'il y a des obstacles qui se dressent devant toi que tu n'avais pas forcément imaginé, et du coup tu sors de la transaction ou... Non, pas encore, mais tu vois, là par contre, je suis sur un immeuble avec 2 associés où on sait que ça va être plus compliqué. On le sait, mais par contre, d'ores et déjà. Parce que le secteur est pas le même, le profil des locataires est pas le même, c'est sûr. On a prévu une poche pour les indemnités d'éviction. On ne sait pas si ce sera suffisant. Et donc, finalement, on a plusieurs scénarios. On a un scénario idéal, mais qui ne va pas se produire, on le sait déjà, où on arrive à faire partir tout le monde, tu vois, seulement avec la poche qu'on a mise de côté. Et on a un scénario plutôt pessimiste, où il y a les 2 tiers des locataires qui restent, et on s'oriente vers des ventes au rendement. Même peut-être à nous se racheter certains lots avec structure tiers. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Mais on l'a en tête, on en est conscient. Ouais. Ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent parce que quand je me positionne, souvent j'ai quand même une idée, tu vois, du cas justement pessimiste, et je sais que bon, ça peut rester intéressant. Et après, si tu veux, il est toujours temps aussi de renégocier. Si tu te positionnes, tu te rends compte a posteriori, donc tu as une offre acceptée, tu te rends compte a posteriori, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu, que tu en as un ou deux, tu es à peu près sûr de ne pas pouvoir les sortir, etc. C'est-à-dire que tous ceux qui vont vouloir se positionner, ils vont rencontrer les mêmes problèmes. Même les investisseurs, personne ne veut d'un locataire avec qui tu ne peux pas discuter, qui a un loyer trop bas. Donc, tu restes en position pour renégocier. Ouais. Faut pas attendre, tu vois, trop longtemps, mais revenir assez rapidement en discussion avec le vendeur pour lui expliquer les problématiques que tu as et que dans ce contexte-là, tu n'avais pas eu toutes les informations ou autres. L'opération n'est plus viable et donc il va falloir que tu renégocies un peu. Voilà, ça m'est jamais arrivé, mais en tout cas, j'imagine que ça pourrait être envisagé comme ça. C'est la typologie de biens que tu as fait ensuite beaucoup, les immeubles justement? Oui, c'est la principale typologie de biens que je regarde et les opérations que j'ai réalisées ces derniers temps, c'est surtout ça. Pas que, mais la majorité. Et je reviens sur l'anecdote dont je te parlais du locataire protégé. Ouais. Typiquement, là, je suis en train d'acheter un immeuble à Paris qui est 2 lots de copro réunis. Quand je me suis positionné dessus, il était loué. Mais bon, je demandais à l'agent immobilier le jour de la visite, le locataire à quel âge, parce qu'il n'était pas là. Il m'a dit 50 ans, pas plus. Je dis, vous êtes sûr de vous, hein? Je dis oui, bien sûr. Bon, le prix au mètre carré était vraiment intéressant. Et en plus, il y avait cette possibilité de rediviser en 2 lots sans avoir trop d'administratifs. Donc, je fais l'offre. Elle est acceptée. Enfin, il y a un échange, mais bon, elle est assez vite acceptée, proche du prix de vente. Bien sûr, juste après, je demande la carte d'identité du locataire. Et évidemment, il avait plus de 65 ans. Je creuse un peu, il avait clairement peu de ressources. C'est toujours difficile, tu vois. Tu peux pas avoir l'avis d'imposition du locataire, mais tu comprends qu'il y a de fortes chances qu'il soit dans une situation de locataire protégé. Donc c'est là où, pour moi, pour le coup, l'opération était plus viable. Quand j'ai compris ça, parce que là, il y avait un appartement. Il y avait 2 lots, mais il y avait qu'un appartement. Avec un locataire que je ne peux pas sortir. Ouais. Ça aurait pu être intéressant éventuellement sur du patrimonial, en se disant, bon, le jour où il partira, j'ai une plus-value latente importante. Mais là, c'était pas du tout l'idée, je voulais le faire en marchant. Et donc, si tu veux, j'étais embêté parce que c'est toujours pareil, quand tu as une offre acceptée, tu as envie de faire l'opération, tu y es projeté, tu y as passé du temps. Là, j'ai cherché les solutions. Et en fait, ce qui m'a sauvé, c'est que le bailleur, le propriétaire-vendeur, avait lui-même plus de 65 ans. Et ce qui est la différence, parce que pour qu'un locataire soit protégé, il faut qu'il ait le cumul des 2 conditions, à savoir qu'il ait plus de 65 ans et des revenus inférieurs au seuil. Pour le propriétaire-bailleur, ce n'est pas cumulatif, c'est l'un ou l'autre. Donc s'il a plus de 65 ans, c'est le seul cas de figure où un bailleur peut donner congé à un locataire protégé, pour vente ou pour reprise. Wow, donc en fait, j'ai utilisé ce levier-là. Ouais. Et ce qui fait que j'ai trouvé ça donc, en creusant de mon côté avec mon notaire, là où tu dis aussi que c'est important d'avoir des gens qualifiés autour de toi. Ouais, c'est clair.
Et en gros, on a étendu la promesse de vente, on n'avait pas encore signé, mais mis d'accord pour une promesse 18 mois, le temps qui donne congé, qu'on rentre dans la période des 6 derniers mois de bail pour purger le droit de préemption du locataire, qui sont les 2 premiers mois après à l'entame de la période des 6 derniers mois. Pas très clair comme explication, mais... C'est quasiment pour comme mettre une condition à l'achat que finalement le locataire soit c'est ça. Alors par contre, la différence, c'est que moi, j'ai en gros ma date butoir, parce qu'au-delà de 18 mois, en plus de promesses, il faut l'enregistrer, etc. Là, on avait mis 18 mois moins un jour. Mais la date butoir de la promesse, c'était juste après les 2 mois de purge. Et donc finalement, moi, j'étais OK pour acheter un logement où le locataire devait partir, mais la condition n'était pas la même. Tu vois, c'était pas en mode le logement sera vide. C'est le congé pour vente aura été donné et purgé. Donc s'il restait, là il est parti, mais je veux dire, si j'avais acheté avec le locataire dedans et qu'il ne soit pas parti du logement, il fallait que j'aille en justice. Ouais, t'avais quand même Par contre, j'avais ce levier-là, mais bon, ouais. Potentiellement, tu passes, c'est pas la même durée d'opération. Quoi. Tu vas faire 18-24 mois de procédure pour expulser, c'est pas la même. Mais voilà, c'est pour te dire qu'on trouve aussi des astuces, etc. Ouais, celle-là, elle est quand même, je la connaissais pas, elle est quand même très puissante, quoi. Et là, tu vois, finalement, je sais bien goupillé parce que je vais acheter un appartement vide, bien plus tard que prévu initialement, mais un appartement vide au prix d'un appartement qui était loué à l'époque où je me suis positionné, parce que le prix n'a pas changé. Il y avait une réflexion à un moment donné, on en avait discuté de pouvoir faire sortir finalement un locataire sous le prétexte que son DPE était en J. Ça on en a discuté avec pas mal d'avocats spécialisés en droit de l'immobilier. Ouais. Et j'ai l'impression que je ne sais pas s'il y a une jurisprudence depuis. Quand j'avais eu ces échanges, c'était pas très clair. Il y avait un flou autour de ça. J'ai l'impression que c'est pas trop valable. Ouais. Faut pas en abuser parce que le problème du congé. Enfin bon, je suis pas juriste. Mais à mon sens, le problème du congé pour motif légitime et sérieux, c'est que justement, il n'est pas précis. Donc tu pourrais y mettre beaucoup de choses, mais encore faut-il pouvoir justifier, etc. Là, tu t'appuies sur les jurisprudences. Et à l'époque où j'avais envisagé ça, je m'étais aperçu qu'il y avait un petit vide juridique, mais je ne savais pas si c'était valide ou pas. Donc je pense que... On avait eu cette discussion à l'époque, mais je pense que c'est pas un levier qu'il faut utiliser. Pas suffisant, non, je pense aussi. Vu le nombre de logements G, de toute façon, c'est pour ça. À mon avis, ça serait trop simple, quoi. D'accord. Ou alors au moins reloger le locataire. Enfin, en tout cas, c'est difficile de donner congé vraiment par ce biais-là et attendre du locataire qui parte et basta. Le lot 2 là dont tu parlais, avec le locataire qui avait plus de 65 ans, est-ce que c'est celui qu'on avait visité d'ailleurs sur Paris 14, les 2 appartements là? Non, il est dans le 18e, celui-ci. Ouais. Non, je ne l'ai pas encore acheté. D'accord. Ah non, c'est une promesse qui colle jusqu'à janvier 2026. C'est fou. Que j'ai signé l'année dernière. Tu vois. Et tu as sécurisé déjà une marge, parce que finalement, quels sont les aléas sur cette OP maintenant, quoi? Alors là, maintenant, il n'y en a plus à l'heure qu'il est, parce que le locataire est parti, il a un peu anticipé son départ. Et c'est l'avantage aussi, c'est que je me doutais que ça se passerait comme ça. Une fois que le locataire sait que dans 1 an, il doit partir, s'il est intelligent, il anticipe un peu son départ et il cherche en amont, etc. Là, non, il n'y a plus... a priori, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, parce que je vais récupérer l'appartement vide, donc je vais pouvoir faire mes travaux, commercialisation dans la foulée. Et en termes de portage, ça va être aussi très rapide, du coup. En théorie. Bon, celui-ci, je vais le rénover, tu vois, parce que c'est vrai que c'est ce que je fais. En général, je fais pas beaucoup de travaux dans les parties privatives. Celui-ci, en fait, nécessite, quoi qu'il arrive, de faire quelques travaux pour la redivision des lots. T'as pas... forcément, comme ça avait été réuni, tu as une partie où tu as une salle de bain, l'autre partie où tu as une cuisine. Bon, comme tu dis, l'opération qu'on avait vue ensemble dans le 14e, c'était pareil, mais il y a quand même un petit peu plus de travail pour les rediviser physiquement. Donc, étant donné qu'il y a ça, je vais faire une réno complète, au moins sur un des 2, pour vendre un produit un peu clé en main. Et même, tu vois, j'irai plus loin, c'est que quand j'ai négocié ça, ça m'allait pas mal, parce que finalement, le marché parisien, c'était début 2024, quand j'ai eu l'offre acceptée, le marché parisien était quand même un peu mou, avec des prix qui avaient fortement chuté. Voilà, j'ai refait ma petite étude de marché sur le secteur, et comme ce que j'espérais à l'époque, c'est qu'en plus, le marché s'est amélioré entre-temps. Bon, on sait bien qu'il n'y a pas une reprise folle, mais sur la petite surface, dans le 18e, ça a repris quand même quelques la demande est repartie un peu, quoi. La demande est repartie et les prix un peu aussi. Ok.
En tout cas, ils ont bien arrêté de chuter, c'est déjà pas mal. Et il y a eu un petit rebond, en tout cas, sur ce secteur-là, près de la mairie, tu vois, du 10. T'as eu combien d'OP, justement, Lambert, du coup, depuis le début, en finalisé, juste pour se donner une chronologie? De clôturer, une dizaine. Après, aussi, mais si, j'ai regardé en plus. Oui, une dizaine, mais par contre, environ 40 lots de revendus. Alors, en gros, dans les 10, tu vois, t'as 3 ou 4 appartes et le reste, des maisons. Et le reste, c'est plutôt et des ensembles immobiliers avec plus de lots. Fait que ce soit un peu plus long aussi. Voilà, et là, j'en ai quelques-unes aussi en cours, mais avec, tu vois, des très longues. Tu vois, l'opération dont je te parlais, une des premières que j'ai faites avec la maison et les 2 terrains à bâtir, celle-là, elle n'est pas clôturée. Ah. Alors que l'offre, elle date de mai 2022, tu vois, quand j'ai eu l'offre acceptée. Ouais. Et parce que je suis en procédure sur un terrain avec la mairie qui me refuse un permis de construire pour des raisons qui, je considère, et que l'avocate qui m'épaule aussi, l'avocate en droit de l'urbanisme, considère abusives. Ça, c'est les aléas que tu as aussi, ce genre de projet. On en a un, il faut pas en avoir 2, 3, 4, quoi. Exactement, non, mais c'est clair. Mais c'est là où la gestion de trésorerie est très compliquée en marchand. Tu sais jamais quand est-ce que tu vas encaisser ta marge. Là, ça, parce que j'ai revendu les 2 autres lots, j'ai récupéré mon apport. Que la marge, entre guillemets. Mais si j'avais misé à l'époque sur une date pour percevoir la marge pour pouvoir la réinvestir, ou même payer, je sais pas, de l'IS ou de la TVA, j'aurais pu me retrouver en difficulté. Les autres OP, du coup, depuis, donc en termes de projet, c'était plutôt autour de 8-10, je dirais, en réalité, que t'as terminé? Je sais plus si c'est 10 ou... Enfin, en fait, tu vois, il y en a comme ça où j'arrive pas à les classer en clôturé, alors que... Ouais. Mais parce qu'ils le sont pas encore, mais pour autant, je fais rien. Enfin, je passe pas de temps, parce que typiquement, la procédure, c'est entre les mains de l'avocate. De toute façon, l'assignation, elle a eu lieu. Maintenant, on attend. Ça prend beaucoup de temps, donc non, je crois 10 ou 11, je sais plus, de clôturer. Ouais. Et là, quels sont du coup, on est sur quoi, 30%, 20% de marge en moyenne? Est-ce que il y a beaucoup de volatilité dans les marges que tu as par rapport au global, un peu plus que 20%, mais par contre, tu vois, si tu regardes vraiment par opération, il y en a quelques-unes, typiquement, les premières que j'ai faites dans Paris, je tombais un petit peu moins. Je visais toujours 20%, mais dans un cas parfait, où j'arrivais à vendre au prix que j'avais identifié. Et on est souvent tombé entre 15 et 18, donc tu vois, raisonnable. Après, par contre, dès que j'ai fait des ensembles de lots, là, c'était plus que ça. Souvent, c'est vrai que j'ai tendance à me dire, s'il n'y a pas 30%, encore une fois, c'est des règles qui évoluent aussi, même pour moi, tu vois, et chacun a ses propres règles. J'essayais plutôt d'atteindre des 30% de prévisionnel, marge brute, pour aller me positionner dessus. Mais aussi parce que j'avais un peu... Il y a une aversion au risque. Non, c'est pas vrai, parce que j'ai jamais eu trop ça, mais j'essayais de... Comment dire? De me dire, si j'y passe plus de temps, il faut que ça soit plus rentable. Parce que, voilà, comme j'avais pas beaucoup de capital, je voulais qu'il fructifie de manière intelligente et assez rapidement. Maintenant, tu vois, et en plus, c'était des achats entre 500 et 600 000 euros. C'est sûr que si tu fais un x10 sur le prix d'acquisition, je pense que à 20%, tu as suffisamment de marge de sécurité pour absorber un aléa qui n'est pas beaucoup plus cher que sur un immeuble à 600, tu vois. Ouais. Qui avait ça aussi. Mais oui, sur les ensembles, plus que 20%. Ouais. Et quand ça s'est vérifié en général. Ouais. Et le délai moyen des OP, c'est 2 ans à chaque fois, toujours? Non. Alors déjà, ça dépend où tu prends ton point de départ. Là, tu vois, j'ai fait exprès de prendre un point de départ qui est l'offre acceptée. Ouais. Parce que souvent, tu vois, c'est pas le point de départ qu'on prend, mais moi, je le trouve intéressant. Parce que, tu vois, comme c'était l'une de mes premières sur laquelle je me suis dit, ah tiens, vas-y, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai trouvé, etc. C'est bon, je me lance, ça va le faire. Ça a paru très long. Ouais. La première partie. Mais encore une fois, là, c'était un peu particulier. Si tu veux, on a mis quasiment 9 ou 10 mois à signer la promesse de vente. Ce qui, normalement, c'est pas des délais classiques. Ouais. Pardon, 9 ou 10 mois, pardon. Bêtise. Enfin, on a mis du temps à signer la promesse et ensuite, on a eu au moins 6 mois entre promesse et récupération. C'est ce qui est souvent le cas. Et puis, la pré-commercialisation sur cet immeuble avait mal fonctionné du fait du notaire défaillant. Mais non, en général, sur une opération d'immeuble à la découpe, moi, j'essaye au maximum de réduire mon temps de portage. Donc, à partir du moment où j'achète l'immeuble, je veux que ça se vende le plus rapidement possible, ou en tout cas le plus gros des lots, pour solder la ligne bancaire et être plus tranquille sur la suite.
Et donc, je fais beaucoup en pré-commercialisation. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de travaux. Donc, dès que je suis sous promesse de vente pour l'achat, je demande l'autorisation au vendeur en amont, hein, bien sûr, mais je mets en vente les différents lots, en tout cas ceux qui s'y prennent, donc les locaux loués, les appartements vides, etc. Ceux, ou ceux que je veux vendre au rendement, bien sûr. Donc non, en général, disons, entre le moment où j'achète un immeuble typiquement et le moment où je revends le dernier lot, il y a souvent quand même une bonne année. Ok. Mais Ensuite, la phase en amont, entre l'offre acceptée et l'acquisition, ça dépend. Ouais. Parfois, ça prend 6 mois au total, parfois un petit peu moins ou parfois un peu plus. Ouais. Donc, c'est quand même, on va dire, 12 à 15 mois entre l'offre acceptée et la réitération du dernier lot, quoi. Ouais, moi, d'expérience, sur ce que j'ai fait, oui, c'est ça. Ça marche. C'est long, hein? Ouais, c'est long, ouais, mais après, j'ai l'impression que, de toute façon, on voit le long terme en marchant, et donc on plante des graines. Ce qui est intéressant, c'est que la typologie des projets, et j'ai l'impression que c'est comme ça que tu le vois aussi, c'est que tu plantes des graines pour des opérations avec une typologie d'OP qui est relativement sereine. Au sens où, en fait, tu as deux types de projets. Ça peut être long et le projet lui-même est compliqué et tu n'as pas de certitude. Comme ça peut être long, mais en fait, tu as ficelé tout le dossier avant. Tu connais exactement, tu as abordé les risques qu'il peut y avoir, il n'y en a plus, tu as tout complètement dérisqué. Et après, il y a juste à attendre, entre guillemets. La marge, le temps est long, mais tu es plus serein, tu vois. Non, c'est sûr. Ouais. Mais ce que je dis, ça peut être long. En fait, quand tu es en rythme de croisière, après, c'est pas un problème. Tu vois, au contraire, même, tu as un prévisionnel à 1 an, à 2 ans, donc c'est top. Quand tu es entrepreneur, tu as envie d'avoir ça. Mais au démarrage, c'est long. C'est là où je dis que le temps peut paraître très long. Et c'est pour ça que moi, je recommande toujours à ceux qui se lancent ou qui veulent se lancer, idéalement, de ne pas trop fermer les yeux sur les projets un peu plus gros qui demandent un peu plus de compétences, parce que encore faut-il avoir les connaissances. Mais de ne pas oublier non plus que c'est des opérations longues et de faire des choses court-termistes à côté. Ouais, en parallèle. Donc avoir les deux, quoi. Ouais. Regarder un peu des ensembles immobiliers, mais en même temps chercher aussi des opérations sur la maison à flipper, à revendre en l'état, l'appartement, etc. C'est quoi, justement pour avoir des premières rentrées d'argent le temps que vendre tous tes lots à côté. Ah ouais, parce que c'est ça, le cash mobilisé, après, il n'y a plus rien, quoi. Et non, mais alors ça, c'est encore un autre sujet. En effet, il faut surtout pas mettre tout son capital dans une opération avec plusieurs lots, avec un certain nombre de lots, parce que pas quand tu vas le récupérer. Donc, si tu attends, tu vois, typiquement, si j'avais attendu 2 ans pour pouvoir réinvestir dans une opération, je serais vite retourné au salariat. C'est quoi les trucs qui t'ont plu, que tu as appris le plus dans ton parcours, tu vois, de marchand de biens, les trucs que tu aurais aimé peut-être savoir dès le début et que tu as dû apprendre après? Franchement, c'est dur à dire parce que je trouve que moi, encore maintenant, j'apprends tous les jours sur des sujets de plus en plus complexes, pointus, etc. J'apprends tous les jours, donc il y a beaucoup de choses qui m'auraient facilité la vie si je les avais su avant de me lancer sur les premières opérations, même sur la recherche de biens, etc. Mais je pourrais pas identifier un point vraiment, tu vas te donner une réponse précise. Ok. Une chose en particulier. Et donc on a vu un peu le sourcing, un peu les types d'opérations que tu regardes, la durée, la marge typique d'opération. Est-ce que pour la commercialisation, il y a un truc en particulier que tu fais, toi, qui permet justement d'être en ligne avec la stratégie que tu veux mettre en place, avec des partenaires, choses comme ça Écoute, j'ai fait un peu de tout. Si tu veux, au début, j'ai toujours pitché qu'on connaît en marchand, à savoir si c'est moi qui achète, je vous redonne les mandats à revente, etc. Après, j'ai eu des expériences un petit peu variées là-dessus. Assez rapidement, si tu veux, je me suis rendu compte aussi que c'est pas parce que tu achètes par une agence que la personne à qui tu vas donner le mandat pour revendre, l'agence va être compétente pour vendre les biens. Et tu vois, la première erreur que j'ai faite sur une opération, c'est de donner des mandats exclusifs à l'agence sur 3 mois. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais tu vois, typiquement, c'était la première, je m'étais dit, attends, je lui ai promis de leur donner les mandats, je le fais bien. Sauf que, il faisait rien. Pas grand-chose. Quand t'as tous tes lots, tu vois, sont bloqués pendant 3 mois avec une agence, c'est compliqué. Bon, finalement, on a réussi à mettre fin à certains mandats un peu plus tôt. Et donc, j'ai fait un peu de vente directe aussi, parce que ça m'intéressait, parce qu'il y a un truc quand même qui est bien quand tu vends en direct, ça prend beaucoup de temps par ailleurs, mais c'est que tu comprends très rapidement ce qui plaît et ce qui ne plaît pas dans ton bien. Tu
tu vois, typiquement, quand tu es en phase de pré-commercialisation, c'est hyper précieux d'avoir ça, d'avoir des retours directs d'acquéreurs potentiels qui correspondent à la cible que tu as envisagée au départ et qui te disent « Ah non, non vraiment, trop bruyant cet appartement » ou je sais pas, divers retours, mais donc c'est assez précieux. Et quand tu as un agent au milieu, ce genre de retour-là, il va pas forcément te les faire. En général, si, hein, mais pas forcément. Mais après, c'est quand même pas l'idée en direct. Je sais que ma plus-value est pas là. Ça m'intéresse, mais en même temps, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment un métier à part. Et je préfère largement faire travailler d'autres personnes là-dessus. Quand tu disais, ça t'apporte de la plus-value de savoir avoir des retours en préco, est-ce que c'est pour cette opération-là de pouvoir éventuellement te dégager ou c'est plus pour les prochaines, ta connaissance marché pour les prochaines OP, quoi? Alors, je pensais surtout à l'opération en cours. Yes. Parce que potentiellement, typiquement, tu vois, imagine, tu achètes une maison, tu te dis, c'est hyper bien sourcé, j'ai acheté pas cher, je la revends en l'état. Si en pré-commercialisation, tu te rends compte qu'il y a un défaut que tu as peut-être sous-estimé ou pas identifié et qui est bloquant pour tous tes acquéreurs, il est peut-être encore le temps de réfléchir à ne pas acheter la maison. Mais là, tu te sors en condition de financement qui n'est pas passée, si c'est tu en ça? as une, oui, parce que sinon, en effet, ça coûte un peu d'argent. Ouais. Je veux dire, ça peut être intéressant en ce sens-là. Plutôt, ou adapté, tu vois, ou peut-être autrement, mais typiquement, j'ai une opération, tu vois, où c'était un peu ça. Je me positionne sur une maison, j'ai une offre acceptée, et je me dis, très bien, j'ai vraiment acheté pas cher pour le secteur, je vais essayer de la revendre en direct, etc. Finalement, je lance la commercialisation. Alors là, en plus, celle-là, elle réunit plusieurs choses que je viens de te dire. Donc, l'agent, pas terrible du tout. Il met un peu d'énergie au début, mais pas trop. Après, moi, j'avoue que j'ai fait l'erreur de la mettre un peu cher au début. Bref, et en plus, on se retrouve en 2022, retournement de marché, plus personne, etc. En fait, ce que j'avais pas bien anticipé, c'est que il y avait des travaux à faire dans la maison, et il y avait également des travaux à faire à l'extérieur de la maison. Ça, en fait, toutes les personnes qui venaient bloquaient là-dessus, trop de travaux. Alors que ce qu'il y avait à faire à l'intérieur, c'était vraiment pas considérable, tu vois, c'était un rafraîchissement, je dirais même pas jusqu'à une rénovation. Mais par contre, le fait qu'il y ait des choses à faire à l'intérieur et qu'en plus, il y a un ravalement de façade à prévoir, là, ça faisait trop. Et autant à l'intérieur, il y a beaucoup de personnes qui se projettent, qui sont capables un peu de chiffrer, tu vois, en grosse maille, des travaux, un budget de travaux. Et quand ça touche à l'extérieur, il y a très peu de personnes qui sont capables de se dire ouais, si je dois ravaler cette maison, si je dois faire une reprise de toiture, etc. Le budget, c'est d'à peu près tant. Donc ça, j'en suis assez vite rendu compte, ce qui m'a permis, si tu veux, de changer le projet. J'ai fait le ravalement, j'ai fait une réfection de toiture. Bon, il y avait un truc qui avait été identifié, tu vois, c'était un joint de cheminée. Bon. Ouais. Mais quand je présentais le devis, ça faisait peur. Donc, j'ai réglé ce problème-là avec la facture décennale, etc. Et ça a permis de vendre la maison plus vite. Enfin, il y avait plus en tout cas, ceux qui venaient se positionnaient. C'est pas le cas avant. Tu vois, ça me fait penser un peu à ce qu'on était en train de se dire. Ouais, et c'est là aussi que le marchand il a sa valeur ajoutée, c'est-à-dire il va permettre de neutraliser un peu les valeurs perçues des complexités qui peuvent arriver, qui finalement, voilà, comme tu dis, ils s'en font des montagnes alors que c'est pas forcément plus onéreux ou plus compliqué des fois de ravaler une façade, enfin si plus onéreux sûrement plus, mais, tout est quantifiable et tout est adressable, quoi. Et on parle même pas encore d'un hacker qui voit une fissure, quoi, parce que bon là, c'est clair, c'est mort. Mais non, intéressant. Et comment tu vois la suite de toi, ton aventure, même typologie de biens, même type de stratégie, tu réfléchis à panacher un peu plus Non, écoute, moi j'appuie là où ça fonctionne bien. Donc l'idée, c'est de continuer quand même à faire principalement des ensembles bâtis, que ce soit de l'immeuble, que ce soit du lot de maison, etc., avec mise en copro ou détachement parcellaire. Ce que j'ai fait jusqu'à présent et qui fonctionne très bien. Mais après, l'idée, par contre, c'est de grossir, mais pas forcément en nombre d'opérations, mais plutôt en revenus, enfin en montant moyen d'acquisition. Donc, augmenter le chiffre d'affaires, mais avec un même nombre d'opérations. C'est un peu la dynamique que j'ai actuellement, et depuis une bonne année maintenant. Finalement, une progression du résultat, mais sans en faire beaucoup plus. Pour le coup, je tiens à rester seul dans ma société. Je compte pas structurer ma boîte, embaucher, etc. Pourquoi pas aller chercher, par contre, un freelance ou un alternant pour certaines tâches bien identifiées, mais pas dans cet objectif-là. Et par contre, forcément, plus tu en fais, quand ça se passe bien, bien sûr, plus tu as de capital aussi à investir sur des nouvelles opérations.
Et donc l'idée, c'est de faire à peu près la même chose, mais sur des ensembles plus gros, ou en tout cas sur lesquels le prix de revient est plus élevé, et donc où tu vas, marge, pourcentage similaire, gagner plus à la fin. C'est ça l'objectif, et en tout cas, c'est ce vers quoi je tends là en ce moment. Ce qui me semble bien réaliste par rapport au type de produit que tu travailles, parce que les immeubles, un immeuble à Paris, plein centre, c'est, tu vois, en termes de valo, en complexité, je pense pas que ça soit très différent de ce que tu as fait, mais ça va te faire gagner beaucoup plus, quoi, au final. Oui, potentiellement, mais après, encore une fois, tu vois, c'est un autre marché, donc il faut trouver les apporteurs d'affaires, oui, etc. bien sûr, Et puis bon, t'as aussi, tu sais, c'est toujours pareil, t'as des petites barrières un peu psychologiques à faire sauter, parce que se positionner sur un immeuble ou même un appartement à 500 000 ou à 3 millions, à 5 millions, c'est pas pareil. Tu vois. C'est pour ça que je trouve que c'est pas mal d'avoir une progression un peu, pas linéaire, mais tu vois, régulière. Parce que moi, en tout cas, je l'ai ressenti, c'est que souvent, mon seuil, plus ça va, plus il s'éloigne, mais la barrière initiale, tu vois, elle était basse. Hein. Je pense qu'au début, à 500 000, j'étais pas très à l'aise. Après, ça a été 800, maintenant c'est quand même plus. Mais il y a ça aussi. Et il faut être soit en mesure d'y aller seul, soit de savoir avec qui y aller, tu vois, d'accompagner. Donc c'est pour ça, c'est pas, enfin, je pense pas que ce soit un changement que tu fais comme ça en un claquement de doigts. C'est plusieurs choses mises bout à bout qui te permettent aussi de grossir sur le type d'opération. Après, on sait aussi que tu vas sur du plus gros, tu as aussi des réglementations parfois qui peuvent être différentes, qu'il faut appréhender, etc. Donc, bon, c'est un tout. Quand on parlait des erreurs que tu as pu commettre, je me souviens que tu m'avais parlé possiblement sur le financement par rapport au portage et notamment aux obligations. Alors, je crois que l'idée, c'était que tu disais que tu avais pris des fonds de manière, en fait, pas forcément affectée à un projet, et que finalement, c'est assez coûteux, un peu stressant, etc. Et que c'est quelque chose que tu voulais plus faire, quoi. Après, je qualifierais pas d'une erreur parce que c'était un moment où ça m'a beaucoup servi. Mais oui, non, mais alors, ce dont tu parles, c'est que au début, justement, comme j'avais assez peu de capital de départ, un peu, c'est relatif, mais je veux dire, pour du marchand, il est quand même mieux d'avoir un petit matelas au départ. J'avais fait une levée de fonds auprès d'un cercle proche, sous forme d'obligation. Mais en effet, c'était pas affecté à une opération, c'était vraiment pour un pool d'opérations, parce que c'était un moment où j'avais signé 2-3 promesses sur des projets un peu plus gros, où j'allais avoir besoin de trésorerie, etc. Donc en plus, format obligation. Et il s'est avéré que finalement, sur les 3, il y en a 2 qui ont sauté pour diverses raisons, parce que je me suis aperçu qu'il y avait un truc qui allait pas. Enfin, ouais. Donc c'est vrai, mais il y a toujours une partie d'ailleurs de ces obligations que j'ai encore. Donc si tu veux, ça m'a beaucoup rassuré. C'est pour ça que je dis pas que c'est une erreur, parce que ça m'a beaucoup rassuré sur le moment d'avoir cet argent à disposition, tout en sachant qu'en plus, les prêteurs n'allaient pas me réclamer un an après, pile poil, date pour date, les intérêts. Donc il y avait quand même une flexibilité là-dessus. Ça m'a aidé justement à aller sur un peu plus gros, à me dire, je peux le faire. Sans me dire, attends, il va falloir que je trouve quelqu'un pour m'associer. Et encore même, quand t'es en association, si t'arrives et que tu dis, je mets 0 €, tu mets tout, par contre, c'est moi qui gère, le risque, il est supporté par celui qui a mis tout l'apport. Hein. C'est pas, ça. Il est dépendant de toi. Quoi. Donc si demain, tu décides de plus rien faire, il perd. Donc bref, donc il faut quand même de l'apport, même en association. Et donc, ouais, donc ça m'a aidé. Donc, en effet, ça coûte assez cher par rapport à ce que ça m'a permis de faire factuellement. Mais par contre, ça a été un moment un peu clutch pour moi où je me suis dit, OK, j'ai cet argent à disposition sur mon compte, donc je peux aller sur un peu plus gros ou faire un peu plus à la fois. Ouais, donc, tu vois, pour moi, c'était pas une erreur. Je ne le referai pas maintenant. Je le ferai pas comme ça. Maintenant, je fais des levées de fonds ciblées par opération parce qu'au moins, t'as pas d'intérêt qui court quand t'as pas de projet, tu vas associer. Mais à l'époque, c'était pas une erreur. Faut le faire, je pense, avec des cercles vraiment proches, parce que t'as pas effectivement un actif à leur montrer ou une stratégie à leur montrer en préalable. Là, c'est sur la confiance. Hein. Parce qu'à l'époque, si tu veux, j'avais pas encore réalisé grand-chose. Hein. J'avais peut-être clôturé une opération et pas de manière, tu vois, pharaonique. Donc non, c'était vraiment sur la confiance. Et puis c'est aussi un peu le financement de fonds de roulement, parce que t'as quand même, il y a des frais. Exactement. Donc il faut avancer dans cette activité. Il y a un besoin de fonds de roulement marchand qui est important. Hein. La gestion de la trésorerie, c'est pas le nerf de la guerre, mais c'est quand même... il vaut mieux bien anticiper les sorties d'argent que tu peux avoir, parce qu'en plus, comme on disait tout à l'heure, comme tu sais pas quand ça va re-rentrer, ou pas exactement, toujours bien planifier, bien anticiper, et avoir un fonds de roulement qui soit pas trop... On en parlait un petit peu en off, je te demandais quel est ton point fort un petit peu, là où tu es particulièrement bon, enfin en tout cas
pertinent. Tu me disais que c'était sur le fait de monter des dossiers, c'était peut-être aussi un héritage de ton activité d'avant salarié. Est-ce que tu peux donner peut-être donner un aperçu un peu de ton style, ton mode opératoire, comment tu fais quand tu opères tu vois, sur un dossier peut-être qui est propre à toi et peut-être que les gens pourraient aussi s'inspirer de ça, quoi. Oui, complètement. Bah, enfin, alors, je vais pas dire que je vais relativiser tes propos, mais oui, enfin, ce dans quoi je suis le plus à l'aise et où je pense avoir en effet le plus de valeur ajoutée dans une activité de marchand de biens globale, c'est en effet sur le montage d'opérations et ensuite sur la gestion de l'opération, etc. Parce que, bah oui, comme tu le disais à juste titre, c'est vrai que moi je suis assez analytique de par ma formation, les métiers que j'ai eu avant, etc. Donc j'aime bien, mais bon, pas que ça, mais j'aime bien en effet bien travailler l'opération sous toutes ses formes, avoir plusieurs scénarios, tu vois, un truc un peu scolaire où tu essaies justement d'évaluer le risque que tu peux avoir sur l'opération et avec différents scénarios, justement, bah, voir quel est le plus pessimiste, comment ça se passe si vraiment rien ne va, enfin, etc. Donc, ouais, c'est une partie que j'aime bien et dont je me sers aussi, tu vois, justement pour la partie sourcing. Typiquement, je me suis vite rendu compte que aller visiter pour visiter, tu perds un temps fou. Enfin, ça dépend après où tu es, hein, mais si en effet tu cherches que dans ta ville, bon, ça va. Si tu as 30-45 minutes de voiture à chaque fois pour aller faire une visite, tu passes quand même beaucoup de temps. Pour un résultat, du coup, qui est très faible. Que tu y vas sans trop savoir pourquoi. Alors ça, tu vois, rien de pire. Si tu y vas en visite loisir, bon, bah, de toute façon, je sais pas ce que tu fais là, quand même. Mais ça sert à rien parce que tu vas pas regarder les bonnes choses. Mais donc ouais, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment prendre le plus d'infos possible par téléphone. Ou ouais, en général, c'est par téléphone. Pour déjà avoir une modélisation solide de l'opération. Et c'est assez facile. Enfin, quand je dis le plus, bien sûr qu'il en restera à récolter, mais tu vois, suffisamment d'infos pour faire une modélisation qui soit propre et finalement le moins d'inconnus possible pour pouvoir assez rapidement te dire est-ce que l'opération peut être intéressante, est-ce qu'elle est intéressante, est-ce qu'elle est très intéressante, tu vois, ou est-ce qu'au contraire, je pourrais rien en tirer, à moins que, tu vois, vraiment, il y a un truc qui m'est pas parlé, que j'ai pas vu sur l'annonce, ni au cadastre, ni rien, et genre un bâti existant, tu vois, en fond de parcelle, j'en sais rien que tu peux... C'est quand même très peu probable. Pour te lancer là-dessus, la matière première, c'est parce que tu sais que ça soit on-market ou off-market. Hein. On-market, tu as des photos, tu as les descriptions, tu sais à peu près, mais ils te donnent jamais l'adresse. Off-market, tu pourrais avoir l'adresse. Tu la retrouves assez vite, mais... Qu'est-ce qu'il te faut pour travailler justement, essayer d'éliminer les inconnus le plus possible? Est-ce que c'est une adresse moi, je fais aussi un peu pareil, dans le sens où je vais d'abord pro cadastre, je regarde voilà, de quoi on parle, quoi, quel est le terrain de parcelle, etc., le PLU, le facile par rapport à ça, tu vois. Et pour beaucoup, c'est vrai que c'est sur l'adresse. Avec Google Maps, tu peux voir la façade, etc. Rien que ça, c'est vrai que ça évacue une grosse partie des inconnus. Ah, ça joue beaucoup. C'est ce que tu fais aussi, enfin, tu vois, dès qu'il y a des locataires, même il me faut un état locatif précis. Ok. Il faut, je sais pas, au moins le loyer qu'il paye, la date d'entrée du bail, le type de bail, quel type de location c'est, l'âge du locataire, le DPE de chaque appartement. Enfin, tu vois, comme ça, déjà, ça te donne une bonne roadmap du truc. Ouais. Et déjà, tu peux identifier si tu auras plus ou moins de difficultés à sortir locataire ou pas, même si c'est encore vraiment à vérifier. Hein, mais je veux dire, ça te donne des premières pistes. Ensuite, moi, il me faut l'adresse, clairement. Ça, après, j'ai des moyens de la retrouver assez rapidement dans le logiciel que j'utilise. Et à partir de là, avoir un petit peu aussi un topo de, c'est pas sur les photos, est-ce qu'il y a des travaux de partie commune à prévoir, partie privée ou pas. Ouais, tu sais, je mets des budgets en face des choses, hein, mais ça permet déjà de dresser un premier bilan. Si tu sors avec cette première analyse et que tu es à moins 20% de marge, sans avoir négocié, ok, mais je veux dire, tu sais que même en négociant très fort, ce sera pas intéressant. Ça arrive, hein. Je veux dire, je pense que tu as déjà vécu. Enfin, et tu t'économises. Au début, on te dit, tiens, ça a l'air pas mal, le prix est pas mal. Mais quand tu mets bout à bout toutes les charges que tu vas avoir, etc., t'as rien à faire. Juste pas adapté. Alors, une fois sur 1000, tu vas faire une offre atroce qui va être acceptée. Mais pour moi, tu te décrédibilises auprès de l'agent. Enfin, tu perds du temps parce que ça va être... Donc là, par contre, tu vois, dès lors que j'estime qu'on est déjà dans des conditions qui sont pas mal, qui sont des conditions réunies qui donnent envie d'y aller pour confirmer, voir potentiellement s'il y a des poches d'optimisation que tu peux trouver, etc. Là, par contre, ouais, j'y vais. Et c'est pas genre, il faut pas 25%, 30% de marge direct. Dès que je vois que finalement on sort en positif,
ça suffit pour pouvoir après optimiser les choses et arriver au 20, 30. Parce que tant que tu l'as pas vu, de toute façon, tu vas pas pouvoir vraiment finement étudier ton prix de sortie. Tu vas pas pouvoir affiner non plus ton estimation de travaux. Tu vas pas voir si les combles en fait, sont habitables, aménageables, j'en sais rien. Si tu as la dépendance au fond du jardin, on peut en faire quelque chose. Donc c'est pour ça. Mais, j'aime bien en tout cas, me dire si j'y vais, c'est que il y a 2 chances sur 3 que je fasse une offre, voire plus. Et si l'offre passe, tu vois, je serais content de faire l'opération parce que je suis sûr de moi. Quoi. Et là, tu établis du coup déjà ta modélisation sur la base des inconnus, des hypothèses 1, 2, 3, 4, du conservateur au pessimiste. Et ensuite, sur la visite, tu confirmes dans quelle hypothèse on se trouve, plus ou moins. Je fais pas 40 scénarios dès le début. J'en fais un. Ça dépend déjà un petit peu de temps de faire tout ça. C'est vrai, ça. Non, j'en fais un, et parce qu'après, le tout, c'est aussi être réactif. Si tu passes 3 jours à étudier le truc avant d'aller visiter, il y a de fortes chances que ça te soit passé sous le nez. Mais non, l'idée, c'est de faire assez rapidement. Et justement, plus ça va, plus tu vas vite dans tes hypothèses de départ, dans tes premières modélisations. C'est ensuite que tu affines, en fonction justement de ce que tu vois. Typiquement, sur les locataires, les infos, tu les as pas au téléphone. Enfin, tu les connais pas tous, tu leur as pas parlé. L'agent ou le gestionnaire, il t'a pas dit exactement qui paye pas. Enfin, tu vois, t'as pas forcément toutes les infos dès le départ. Donc, c'est après que tu peux, en effet, aller un petit peu plus loin dans tes modélisations. Même, je dirais, presque après avoir fait l'offre. Il y a des choses que tu regardes justement pour constater la capacité des locataires à absorber, pour reprendre leur appart ou trouver un autre loyer ailleurs. Enfin, quand t'as pas les infos comme ça, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Après, il y a une partie d'intuition. Tu vois, souvent, tu te dis, lui, très probablement, il pourra pas acheter. Enfin, non, mais c'est con, mais si tu sais que tu as un locataire qui est au RSA, tu te dis, comment tu veux qu'il achète son appartement? C'est probable. Si par contre, je sais pas, t'as un jeune couple, jeune actif qui occupe 40 mètres carrés d'un appartement qui est propre, etc., et qui sont contents d'y être depuis 1 an, il y a peut-être des chances. Mais tant que tu leur en as pas parlé, t'en as pas idée. C'est pour ça, surtout, qu'il faut y aller, quoi. Et quand tu vas à la visite, tu y vas avec ton offre ou tu envoies l'offre juste après ou... Ça dépend. Ça dépend parce que ça m'est arrivé quand même régulièrement d'acheter au prix, mais pas si souvent que ça non plus. Et dans ces cas-là, c'est vraiment quand je me suis dit, déjà, tu vois, en ayant mis des grosses poches de protection partout dans ma modélisation, déjà, je trouve que c'est intéressant. Donc là, j'y vais, je ne l'ai pas en papier parce que je l'envoie par mail, mais je l'ai déjà rédigé. Et si je vois rien d'alarmant pendant la visite, je sors dans la voiture, je l'envoie. Mais non, sinon, c'est assez rare quand même. En général, il y a quand même très souvent une partie de négociation, même très longue parfois. Et donc là, je n'ai pas toujours tout le coup. C'est cool, écoute, on a fait un bon petit tour là, je pense. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a peut-être omis de discuter en particulier, des choses qui te tiennent à cœur pour les gens qui veulent? Pas, c'est vrai qu'on a balayé pas mal de choses là. Non, il n'y a rien qui me vient. Un appel à des gens justement, peut-être dans des assistants VA qui pourraient t'aider sur... Ouais, non, mais pourquoi pas. Ça, tu vois, après, je suis conscient aussi, parce qu'on a parlé un peu de mes points forts en tant que marchand, mais je suis très conscient de mes lacunes aussi. Et typiquement, je sais qu'il y a un truc dans lequel je suis pas très bon et j'ai pas non plus envie d'y mettre beaucoup d'énergie parce que j'ai pas forcément les codes, etc. C'est, par exemple, le sourcing via les réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui ont des bons résultats par rapport à ça. Moi, c'est pas trop le cas. Et en effet, comme je te disais avant, ça fait partie aussi de mes stratégies de développement pour améliorer justement le sourcing d'opération. C'est d'aller trouver quelqu'un. Je n'ai pas encore bien identifié le profil, parce que c'est vraiment une réflexion très récente. Mais qui puisse m'assister sur tout ce qui va être production de contenu, en particulier sur LinkedIn. Finalement, c'est quand même là où il y a le plus de professionnels qui gravitent. Pour avoir une régularité dans le contenu qui sera partagé. Même une stratégie globale de communication, quoi. Non, mais je trouve ça super pertinent. Donc, si vous écoutez, que vous êtes un peu dans le monde justement du copywriting, même si je ne sais plus si ce terme existe encore beaucoup avec l'IA, mais en tout cas, vous souhaitez faire de la com sur des activités comme ça, telles qu'on discute. Moi, je serais même intéressé, si vous êtes, il y a quelqu'un qui peut nous aider là-dessus, mais on va partager, tu vois, en termes de service, parce que je trouve aussi que c'est un truc en termes de temps et résultats qui est vachement, qui pourrait nous être bénéfique à nous largement, quoi. Donc
Why not? Complètement. Merci pour l'appel. Écoute, J'y avais pas pensé, mais... Si quelqu'un s'en intéressé, ouais, ça pourrait le faire. Bon, on verra, on lance la bouteille, on verra bien. Exactement, tu me diras. Tu parlais tout à l'heure de logiciels que tu utilises pour avoir les adresses. J'ai bien envie de le mettre en bonus pour les gens qui partiraient. Oui, bien sûr. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour avoir l'outil. Et en plus de ça, il y a des outils, toi, que tu utilises particulièrement, que tu trouves vraiment pertinents. Il y en a plusieurs. Il y a Motor.imo que j'utilise pour la sélection d'annonces. Ça, je trouve ça très bien. Et honnêtement, ça fait des années que j'utilise que ça. J'ai mes filtres. Et les alertes tournent bien. Tu vois. Après, j'ai mis un peu de temps à les calibrer. Parce qu'au début, j'en avais trop. Mais pas assez. Enfin, tu vois. Il a fallu bien les calibrer. Mais finalement, sur la recherche d'annonces, j'utilise que ça. Donc, je vais jamais aller me connecter sur Se Loger ou autre proactivement. Tu vois. Je passe que sur mes filtres. Je dois rater des choses. Et ça me fait gagner un temps fou. Très rapidement, je suis capable de me dire, OK, bon, bien ou pas bien. Et, voilà. Et sinon, comme autre outil, après, c'est classique, hein, Géoportail, ce genre de choses. Je pensais de l'urbanisme. Ouais. Non, je pensais par rapport aux immeubles, qu'est-ce qui pourrait être vraiment pertinent, mais oui, il n'y en a pas vraiment un ou autre. Ouais. Non, mais ça me fait penser à autre chose, par contre, parce que c'est un peu de la pub, je ne sais pas si c'est toléré ou pas sur le podcast. Non, par contre, il y a un truc qui est pas mal pour les petits immeubles, hein, pas trop de l'eau, c'est le syndic Matera, syndic coopératif. Ça, j'utilise pas mal pour la mise en place. Ok. Syndic. Après, tu vois, les copropriétaires, moi, je les fais choisir entre un syndic pro ou bénévole. Et quand c'est de l'immeuble de 4-5 lots, et que tu te dis, bon, franchement, mettre un syndic pro, c'est assez cher pour pas grand-chose. Quand tu as surtout des personnes qui veulent acheter pour de l'investissement, ça les intéresse vachement d'avoir des faibles charges. Et Matera, je trouve que c'est une solution qui j'ai utilisée, c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai utilisé, je trouve ça vachement pratique, et ça fonctionne bien, tu as une prise en main assez rapide. Et donc, c'est une solution logicielle en ligne, une plateforme en ligne, qui vient aider les syndics bénévoles. Et tu confirmes qu'elle est, par rapport au coût, elle est quand même bien... en vrai, c'est rien. Tu vois, là, j'ai un immeuble, c'est 850 € TTC annuel sur un petit immeuble de 4 lots. Ouais, c'est clair. Parce que c'est là qu'en général, dans ce secteur-là, que des fois, ils se gavent folie. Après, par contre, ça reste un syndic bénévole. Hein. Oui, c'est là. Il faut quand même un copropriétaire tu vois, qui s'occupe du syndic. Ouais. Mais je trouvais que c'était pas mal. Une transition. Tu vois, typiquement, c'est un premier truc aussi que j'ai appris en faisant le premier immeuble que j'ai découpé. C'est que dès lors que tu vends le premier lot, passe en copro. Mais jusqu'à ce que tu vendes ton dernier, si tu as décidé de rester un syndic bénévole, tu vois, dans un souci soit de maîtrise des coûts, soit de communication par rapport à tes acquéreurs, c'est pas très drôle d'assurer le syndic bénévole sans outils justement d'assistance. C'est pour ça que j'ai basculé là-dessus. C'est plus pour les périodes de transition. Après, les copropriétaires, ils font ce qu'ils veulent. Il y a de la gestion, il y a de la gestion quand même. Parce que si tu mets un syndic pro dès le début, j'avais essayé, j'avais contacté un syndic qu'on m'avait recommandé. Le problème, c'est que sur toutes tes reventes, ils vont te faire payer des prêts état datés. Ah oui. Okay. Donc si tu as 15 lots et que tu le mets en place dès le premier, ça va te coûter cher à la fin. Donc j'avais essayé de négocier avec eux pour une remise. Je leur ai dit, attendez, c'est moi qui vous mets en place. Comment on peut faire contractuellement pour que vous me fassiez pas payer aussi cher, en tout cas, tu vois, toutes les reventes. Donc ils m'avaient fait une petite baisse, mais ça restait quand même des coûts idiots à perdre, tu vois. Il ne reste plus que Happy Rush ou des trucs comme ça pour. Mais bon, ça fait chier quand même de payer pour. Syndic bénévole, tu paies rien, quoi. C'est toi, donc. Et justement, je trouvais que c'était un bon compromis. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? C'est quoi le canal principal? LinkedIn, Insta? Pour l'instant, c'est plutôt Insta. LHR Invest, c'est ma société de mon compte, ou Facebook, moins en moins, parce que j'évolue avec mon temps. Oui, c'est ça. Quoique j'ai l'impression qu'il y a un revival de Facebook. Je sais pas si j'ai pas eu la même info, tu vois. Ah, ok, bon. Je vois 2-3 copains qui vont sur TikTok, mais pas plus. Mais pas qui retournent sur Facebook. Mais non, principalement ça, et un peu LinkedIn que je vais sans doute développer à partir de l'année prochaine. Ok. Donc si vous voyez des contenus de plus en plus pertinents sur le compte Lambert et du mien, c'est qu'on aura retrouvé pas moi la pub. C'est ça. Merci beaucoup Lambert. Merci à toi Paco. À bientôt. Allez, ciao. Ciao. Si cet épisode t'a plu, je te recommande chaudement l'épisode 59 avec Christelle Félix, sur lequel on parle de la division de maisons pour refaire des appartements. Un épisode aussi très instructif et complémentaire avec celui que tu viens d'écouter et de regarder. Bonne écoute.